relation entre des périodes très très anciennes. Souvent, on a des histoires de la musique qui nous expliquent que ça commence à l'époque carolingienne. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Et on a Sylvain Perrault qui va nous expliquer tout ça. Élève d'Annie Bellis, dont vous connaissez peut-être le nom, spécialiste de la musique de l'Antiquité. Bon, maintenant, vous avez l'autre génération des spécialistes de la musique de l'Antiquité avec Sylvain Perrault, qui est chargé de recherche au CNRS, qui a mené ses recherches sur le sanctuaire de Delphes et les notations musicales qui se trouvent là-bas et tout le contexte aussi qui les accompagne. Pour cette session, les questions auront lieu à la fin de chacune des communications pour concentrer un petit peu les débats. Donc on va se prendre une demi-heure par communication, questions comprises, et il est 9h38 et je te donne la parole. Merci beaucoup Théodora. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier le comité d'organisation et le comité scientifique pour effectivement avoir ouvert la possibilité de s'interroger sur la question de la transmission musicale dans l'Antiquité, d'introduire l'Antiquité dans ce colloque. D'autant que pour nous, la transmission est un problème vraiment crucial, ne serait-ce que par le manque cruel, il faut bien dire ce qui est, de sources. Puisque si l'Antiquité nous a transmis beaucoup tout de même de sources textuelles, iconographiques et archéologiques relatives à la musique, on ne peut que regretter la portion congrue de documents à notation musicale qui nous sont parvenus. Surtout si l'on compare ce nombre à celui des œuvres littéraires conservées qui, originellement, étaient accompagnées de musique, poésie mélique, poésie dramatique, etc. Une des raisons majeures est que la musique se transmet essentiellement de façon orale, au moins dans la pratique. La théorie a, quant à elle, on va le voir, pu bénéficier de la transmission par la voie des manuscrits médiévaux. De manière assez symptomatique, aucune image antique ne nous montre un musicien déchiffrant une, entre guillemets, partition, puisque même pour l'Antiquité, ce sont des lignes mélodiques uniques. Je préfère parler de documents à notation musicale. Les quelques scènes d'école dont nous disposons attestent l'éventuelle existence d'un support écrit pour le texte. Vous le voyez ici sur l'exemple célèbre d'une coupe du 5e siècle du peintre Douris, conservée à Berlin. Vous voyez, le texte est inscrit sur le rouleau, mais il n'y a pas la notation musicale qui devait l'accompagner. Et pourtant, c'est bien une scène de musique. Vous voyez les instruments tout autour. Il n'en demeure pas moins qu'un système de notation fut mis en place au IVe siècle au plus tard, qui était peut-être utilisé au moins partiellement un siècle plus tôt. Ce système de notation perdure jusqu'à la fin de l'Antiquité. Une soixantaine de documents témoignent de l'usage de la notation, qui se formalise donc au IVe siècle, permettant ainsi de formuler quelques hypothèses sur l'intérêt qu'avait pour les Grecs l'invention de cette notation. Il est tout à fait remarquable qu'elle coïncide avec la démarche du législateur athénien Lycurgue de verser dans les archives de la cité une version des grandes tragédies d'Échille, de Sophocle et d'Euripide. Et c'est d'Euripide que nous avons conservé 2 fragments, alors très très courts malheureusement, mais néanmoins 2 fragments donc de 2 tragédies d'Euripide. Il se pourrait donc que la notation ait eu pour fonction principale de noter une musique qu'on souhaitait conserver pour le futur, la question demeurant de savoir s'il y avait une volonté de jouir d'un support qui permettrait de la rejouer. Rien ne permet de l'affirmer, sinon qu'à l'époque hellénistique, donc 3e, 1er siècle avant Jésus-Christ, on prend l'habitude de redonner des extraits des poètes classiques avec leur musique. L'exemple des 2 grandes inscriptions de Delphes, donc datées de 128 avant Jésus-Christ, vont contre l'idée d'une réitération de l'exécution. Les hymnes ont été certes gravés avec le plus grand soin sur le mur sud du trésor des Athéniens. Donc vous avez ici la reconstitution du trésor, l'emplacement originel des 2 hymnes, et puisque aujourd'hui ils ont été déposés et installés au musée. Mais les caractères sont si petits et les inscriptions se trouvent à une distance si grande de la voie de circulation qu'il était impossible de les déchiffrer pour le visiteur de passage, d'autant qu'une ou plusieurs rangées de statues lui en bloquaient l'accès. En revanche, nous avons bien là le premier exemple de ce que j'appelle, avec un petit anachronisme, une forme de droit d'auteur. Pour la première fois, en effet, un compositeur associe délibérément le texte et sa notation musicale, disant « c'est moi, Athénaïos, fils d'Athénaïos d'Athènes, qui ai composé ce texte et cette musique ». Une manière de dire que le texte ne saurait aller sans sa musique et la musique sans son texte. À ceci s'ajoute que la version gravée sur pierre avait dû être précédée d'un versement dans les archives de la cité de Delphes sur un matériau périssable, par papyrus ou parchemin. Avec le temps, il ne fait pas de doute que certains musiciens se sont aussi emparés de cet outil pour conserver à des fins personnelles certains airs qu'ils ont rassemblés sur des papyrus qui nous donnent aujourd'hui le sentiment d'avoir été des anthologies, car figurent plusieurs morceaux qui ne semblent pas pouvoir s'enchaîner dans une seule pièce,
mais présente des caractéristiques communes qui plaident pour des critères de sélection prédéfinis, que ce soit l'emploi d'une même échelle musicale, à condition qu'il n'y ait pas eu de transposition, ou un même genre poético-musical. L'objectif de ma présentation d'aujourd'hui est plutôt d'aborder ce phénomène de la transmission de la notation musicale, de la musique notée, dans un autre cadre que celui de la pratique, qu'elle soit quotidienne ou rituelle. C'est celui de la théorie harmonique ou rythmique, et rythmique, parce que certains traités associent les deux, telle qu'elle est exposée dans une quinzaine de traités antiques. Il peut nous paraître évident aujourd'hui de disposer de manuels de théorie musicale qui présentent des exemples musicaux écrits dans la notation que nous connaissons toutes et tous. Cela n'a rien d'évident pour les penseurs antiques qui ne font que rarement mention de l'usage de la notation. Aristoxène de Tarente, disciple d'Aristote, à qui l'on doit les premiers grands textes théoriques conservés, disait ainsi que la notation, qui porte en grec le nom de parasémantike, donc littéralement ce qui signifie à côté, ne relevait pas du travail du philosophe. Donc ça n'a pas sa place dans les traités. Par chance, tous les théoriciens n'ont pas suivi son exemple. Si aucun texte purement pythagoricien ne cite la notation musicale, 5 textes très différents les uns des autres l'exposent, au moins partiellement. Le premier, c'est le traité d'Aristide Quintilien, qui s'apparente à une forme d'encyclopédie de la musique, où figurent quelques signes pour des éléments d'histoire qu'il est par ailleurs le seul à rapporter. J'y reviendrai. Donc un traité qui date du tournant du IIe et du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ensuite viennent 3 traités qui s'inscrivent dans la tradition des textes d'harmonique. Donc vous avez un schéma à l'écran de l'ensemble de la tradition des textes d'harmonique. À droite, ce sont les pythagoriciens, et à gauche, c'est plutôt l'école aristoxénienne. Et donc les 3 textes qui utilisent la notation musicale, c'est premièrement l'introduction harmonique de Gaudens, qui donne l'exemple de plusieurs échelles. C'est un texte qui date du courant du IVe siècle. Les tables d'Alypios, sans doute le plus connu, qui donne l'intégralité du système, mais qu'on est incapable de dater précisément, entre le IIIe et le VIIe siècle. C'est un auteur inconnu par ailleurs. Et enfin, les anonymes de Bellermann. Alors là, on a même perdu le nom de l'auteur. Seul traité antique a donné des illustrations de théorie musicale sous la forme de mélodies rythmées et notées. Donc on est pareil entre le IIIe et le VIIe siècle. Et enfin, le dernier texte qui est le plus étrange dans cette tradition, et sans doute de ce point de vue-là aussi qui pose le plus de questions, c'est ce qu'on appelle le 7e ceste de Julien l'Africain, un texte qui décrit des talismans magiques, notamment pour un usage militaire et pour la protection des chevaux. Alors, je sais que Théodora, ça va te plaire, parce qu'il va être question d'hippiatrie. Donc un texte qui est dans le courant, qui est daté du tournant du IIe et IIIe siècle, avec néanmoins quelques incertitudes. On verra que dans ce traité, la notation musicale est utilisée. J'ai la faiblesse de vous donner la référence d'un article que j'ai fait sur la notation, si vous voulez en savoir plus sur la constitution de l'ensemble du système, puisque je n'ai évidemment pas le temps d'en parler aujourd'hui. J'ai repris toute la bibliographie existante sur le sujet. Donc ces 5 textes permettent d'engager une réflexion sur le statut de cette notation dans les textes techniques, à la fois comme objet de transmission, la notation étant alors perçue comme un savoir technique à diffuser, et comme un vecteur de transmission, la notation permettant de donner des exemples illustrant la théorie, par lesquels se transmet un petit répertoire qu'on n'a pas conservé par ailleurs. Il reste le cas particulier donc de ces cestes de Jules l'Africain, dont le propos n'a rien de musical, mais qui consiste, vous le verrez, à transmettre un savoir magique, où la notation joue un rôle assez inattendu, mais lié à la question de la publication du savoir magique. Donc tout d'abord, premier point, la notation musicale comme objet de transmission. Comme on peut s'y attendre dans un traité technique, la notation musicale est d'abord indiquée pour elle-même, c'est-à-dire dans la description même des signes utilisés. Le traité d'Alypios fait figure de modèle du genre, puisqu'il donne l'intégralité du système, échelle par échelle, dans chacun des 3 genres, donc diatonique, chromatique et enharmonique, sous la forme d'une description du signe en toutes lettres, en grec évidemment, et accompagné de la série de signes. Alors je vous ai mis comme illustration les manuscrits médiévaux qui ont transmis, donc j'en ai choisi quelques-uns où c'est particulièrement bien visible. Je prends l'exemple volontairement d'une échelle qui est le lydien, dans les 3 genres. Vous voyez comment ça se présente, le texte d'Alypios. Vous avez donc à gauche la description des 2 signes, et ensuite en colonne à droite, la notation vocale et la notation instrumentale, puisque les 2 étaient en usage dans l'Antiquité. Et donc, pour chaque genre, c'est-à-dire l'organisation interne de chaque échelle, nous avons des signes différents. Donc le diatonique, le chromatique et l'enharmonique, mais tout se présente de la même façon. Mais c'est là où s'est produit précisément un premier écueil dans la transmission, c'est que la forme des signes n'est pas toujours identique d'un manuscrit à l'autre, que ce soit par méconnaissance des copistes médiévaux ou par une réinterprétation personnelle à partir du texte grec.
Il n'y a donc pas de transmission uniforme, ce qui est d'autant plus vrai quand on compare les manuscrits médiévaux aux papyrus et aux inscriptions antiques qui suivent les habitudes paléographiques contemporaines. En effet, l'essentiel de la notation vocale est une reprise plus ou moins directe de l'alphabet, et par conséquent, la forme des signes est celle qu'on attend dans l'usage contemporain de l'alphabet, puisque les Grecs n'ont pas toujours dessiné les lettres exactement de la même façon, les siècles passants. Donc, ceci étant, la transmission dans son ensemble est assez homogène et cohérente, et les vraies difficultés sont vraiment sur quelques signes très particuliers. La transmission des tables d'Alypios présente une autre difficulté pour les genres notamment chromatiques et énarmoniques, car les signes sont en fait exactement les mêmes, si ce n'est que dans certains cas, et c'est loin d'être systématique, les signes chromatiques sont augmentés d'un trait, qui est dit en grec grammet, sachant que ce signe diacritique est également employé pour les notes les plus aiguës de certaines échelles. Alors, je ne sais pas si je peux pointer... Ça va être compliqué à voir. Je me déplace. Ici et ici, par exemple, vous avez exactement les mêmes signes, mais l'un est surmonté d'un signe diacritique. Voilà. C'est la seule différence. Alors se pose la question de savoir pourquoi ce sont les mêmes signes qui sont employés dans ces deux notations. Et ce qui est probable, c'est que, enfin ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que la notation énarmonique a précédé, puisqu'elle est attachée généralement à des traditions beaucoup plus anciennes. Le genre énarmonique est plutôt est considéré comme assez noble et associé à des pratiques plutôt anciennes, notamment de la tragédie. Et qu'ensuite, on a mis en place la notation chromatique à partir de la notation énarmonique, mais il se trouve qu'au tournant du 5e siècle avant Jésus-Christ, entre le 5e et le 4e siècle, à une époque de ce qu'on appelle la nouvelle musique, ou ce que les Grecs appelaient la kainotonia, c'est-à-dire donc une révolution esthétique autour notamment de la figure d'Euripide, le chromatique a supplanté l'énarmonique. Et donc, il est possible que le chromatique ait fini par s'imposer, en fait, par rapport à l'énarmonique. Ce qui fait que dans les traités, en fait, le chromatique est toujours exposé, enfin, le traité d'Alypios est toujours exposé avant l'énarmonique, comme s'il était plus important. Alors, c'est un des modes d'exposer de ces signes de la notation musicale, mais chez Aristide Quintilien, par exemple, on trouve une autre manière d'exposer, c'est-à-dire qu'il donne les signes par suite de tons, de demi-tons, ou par ressemblance graphique. C'est ce que vous avez à l'écran, donc pas par échelle, mais cette fois, l'ensemble des signes disposés donc par intervalle, mais sans les associer donc spécifiquement aux échelles dans lesquelles ils étaient utilisés. Donc un autre mode de transmission de ces signes. Une autre originalité de l'ouvrage d'Aristide Quintilien consiste à donner des diagrammes qui ne sont pas du tout autrement connus, mais qui semblent avoir été en usage dans un milieu particulier, qui est celui des harmoniciens, une secte issue de la secte des pythagoriciens, qui avait pour particularité de pousser les calculs numériques des intervalles à un point infinitésimal. Et donc, ils avaient élaboré des diagrammes extrêmement complexes dans lesquels les intervalles étaient notés par une notation qui rappelle la notation alypienne, mais qui n'est pas strictement équivalente. Et Aristide Quintilien, vous l'avez à l'écran, est le seul à nous donner ces signes-là pour un diagramme, somme toute, assez simple, puisque ça ne va pas au-delà du quart de ton, par rapport à ce qui se faisait par ailleurs. Donc le traité d'Aristide Quintilien nous donne une notation qui est l'objet même de la transmission. Il a voulu qu'on conserve ces signes-là, mais comme une forme de patrimoine à conserver, car il n'était plus du tout en usage, puisque les harmoniciens cessent d'être actifs à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. La question reste entière de savoir quelle est sa source et comment il y a eu accès. Enfin, les anonymes de Bellermann se font encore l'écho d'un autre système de notation du type solmisation, c'est-à-dire que les notes sont données par la combinaison de la dentale sourde T et d'une voyelle selon le degré que la note occupe dans l'échelle. C'est ce que vous avez en bas à gauche de l'écran, donc to, ta, te, té, des choses comme ça. Si l'on revient maintenant à la notation alypienne, les anonymes donnent un seul exemple d'échelle, celui du lydien, mais avec des échelonnements aussi, par exemple par carte, tandis que le traité de Gaudens, lui, donne 4 échelles diatoniques. Donc, chaque traité procède de façon un peu spécifique dans l'exposé de cette notation. Mais, alors d'après les dernières recherches qu'on a pu faire pour reconstituer la hauteur absolue de ces échelles, sachant que c'est un travail qui est encore assez hypothétique et qui repose aujourd'hui sur les découvertes d'instruments, ça correspond généralement, pour les échelles qui sont données comme exemple, à la tessiture de la voix masculine, en fait.
Donc dans tous ces textes, l'emploi de la notation se trouve à cheval entre l'objet de transmission, il s'agit de donner les signes, mais aussi vecteur de transmission, puisque ça permet de donner des exemples d'échelle qui illustrent la théorie. Alors j'en viens donc à un deuxième point qui est cette fois plus spécifiquement la notation musicale comme vecteur de transmission. Alors d'une manière tout à fait originale, Aristide Quintilien se sert aussi de la notation pour donner la composition de 6 échelles très anciennes qui sont antérieures à ce système de notation, qui date plutôt donc du 7e et du 6e siècle avant Jésus-Christ, comme aujourd'hui on peut donner les échelles grecques dans notre système de notation moderne. Il apparaît clairement ici que la notation sert de moyen de transmission d'un objet musical qui s'est complètement perdu. Je reviendrai tout à l'heure sur ces échelles. Mais le phénomène le plus intéressant est sans doute celui qui se donne à voir dans les anonymes de Bellerman. D'une part, ces textes donnent non seulement la notation harmonique, mais aussi la notation rythmique dans son intégralité. Bon, ça ne représente que 5 signes, et celle des figures de la mélodie, là encore peu de signes, dans ce processus de transmission d'un objet d'étude qu'est la notation en elle-même. D'autre part, les 3 notations servent à donner des mélodies devant servir d'exemple au discours théorique qui à ce moment-là porte moins sur les échelles musicales que sur les rythmes. En effet, l'auteur anonyme entend montrer la différence entre des vers de 6, 11, 12, 4 et 8 ans. Pour ce faire, il donne une mélodie qui sert de thème, la mélodie, donc le thème est à 6 temps, et des variations sur cette même mélodie dans les différents vers que j'ai cités, donc 11, 12, 4 et 8 ans. Alors je vous les interpréterai à la fin pour des raisons pratiques et sanitaires, donc je garde ça pour la fin, mais vous l'entendrez. Ce faisant, il nous donne 5 airs très courts, vous verrez, mais complets, qui constituent le premier exemple connu d'un thème avec ses variations, et le seul pour l'Antiquité. L'ensemble est accompagné d'un 6e air qui n'a absolument rien à voir, sinon qu'il est écrit en 6 temps et dans la même échelle. Les anonymes sont donc le seul exemple d'un texte théorique qui donne des exemples musicaux, là où les manuels modernes sont, je dirais, moins avares. Aucune indication sur l'origine de ces airs n'est donnée, si bien que l'on est amené à penser qu'il s'agit de compositions originales, mais en même temps, la pratique de l'anthologie sur papyrus ne laisse jamais la moindre place au nom de l'auteur. On ne saurait donc exclure que l'auteur ait puisé à une autre source, qu'elle soit poétique ou un autre traité théorique. Les 5 mélodies appartenant au même thème forment un ensemble cohérent en ce qu'ils correspondent à l'échelle prise pour exemple, le lydien, qui correspond à l'échelle de référence donc dans ce texte. La ligne isolée pourrait être l'œuvre du même compositeur, à moins qu'elle ne soit empruntée à un répertoire populaire, ce qui en ferait un unique exemple de chanson grecque dont nous aurions la mélodie. Mais cela, c'est très hypothétique. Il apparaît donc que dans les textes techniques grecs, la notation est un vecteur de transmission d'un répertoire musical, alors certes à l'échelle ici d'un seul traité, mais c'est absolument précieux pour nous. Et les dernières avancées en la recherche proposent que ces mélodies étaient des exercices en fait pour instruments avant, en l'occurrence donc le los. Alors, j'en viens à mon troisième temps et le cas particulier des cestes de Jules l'Africain. D'une manière assez inattendue, la notation musicale grecque se trouve donc le vecteur de transmission du savoir magique dans ce traité. J'ai souligné tout à l'heure les liens bien connus entre la musique et les mathématiques dans le monde antique, mais c'est aussi vrai de la musique et la magie, la musique étant associée à des pratiques rituelles à destination des divinités chthoniennes et nocturnes, et notamment la déesse Hécate. Alors, un document à notation musicale préservé sur un papyrus conservé à Oslo, semble évoquer sinon une pratique réelle, du moins une mise en scène d'une invocation aux morts, aux accents troublants, puisque c'est le seul document à notation musicale à faire ce qu'on appelle la paraphonie en grec, c'est-à-dire la superposition de 2 lignes mélodiques qui se rencontrent dans des dissonances particulièrement remarquables. Alors c'est très difficile à voir, mais... Je suis trop petit. Ici et là, vous avez les 2 signes musicaux qui se superposent. Bien la première fois que je suis trop petit. Donc ça, c'était juste pour situer un peu les rapports entre musique et magie. Mais dans les textes techniques, c'est bien un savoir magique indépendant de la musique auquel est associée donc la notation alypielle. Donc cet ouvrage, je l'ai dit, a été composé par Jules l'Africain au tournant du IIe et du IIIe siècle. Alors il y a beaucoup d'hésitation en réalité parce que Jules l'Africain est un auteur qu'on connaît par ailleurs, un auteur chrétien qui a notamment fait une chronographie, donc un livre de chronique de l'histoire de l'Église, et c'est sous son nom qu'est passé ce traité qui ne semble pas avoir grand-chose de commun avec l'autre. Donc il y a quand même quelques hésitations. Quoi qu'il en soit, ce traité, intitulé Ceste, qui en plus nous est parvenu dans un état fragmentaire, donc décrit un certain nombre de recommandations, de recettes magiques associées à des talismans, notamment dans un champ d'application militaire, puisqu'il s'agit de protéger ses troupes, de porter préjudice aux ennemis et de veiller sur ses chevaux.
Et le 7e ceste décrit ainsi une série de 9 amulettes prophylactiques, si je reprends l'expression de Vieillefond, entre autres à destination donc des chevaux, comme je viens de le dire. Alors, voici une proposition juste un peu visuelle de ce à quoi ça pouvait ressembler. Ce n'est pas du tout transmis dans les manuscrits, on n'a que le texte. Je signale juste que j'ai mis la notation musicale en haut à droite, je l'ai reproduite à nouveau pour que vous la voyez bien, mais sinon elle était dans les figures. Donc ces talismans ont la forme de figures à 5 côtés, le grec dit pentagone, mais par comparaison avec d'autres documents, on s'accorde à y reconnaître plutôt donc des étoiles à 5 branches, plutôt que des pentagones réguliers. Ces motifs géométriques avec la particularité de porter des dessins, vous voyez, des animaux, des plantes ou des objets utilisés dans le rituel, mais aussi du texte, en latin comme en grec, et surtout donc ces signes musicaux, lesquels ont été supprimés des textes similaires que nous avons conservés appartenant à la tradition spécifiquement épiatrique. Le 7e ceste est donc le seul à évoquer les signes musicaux, et voici les objectifs recherchés par ces pratiques, comme ça vous saurez tout. Pour détruire les ennemis par la nourriture, alors c'est grenouilles des arbres et vipères, pour détruire les ennemis par la boisson, lamproie et sangsue, pour corrompre l'air, donc c'est 2 serpents de Grèce, pour la section d'un membre blessé, c'est un bassin rituel, pour les blessures au fer, donc c'est une formule en latin qui n'est pas donnée dans le texte, pour l'éducation des chevaux, c'est les mots grecs apeile ananke, donc menace et contrainte, donc tout un programme d'éducation. Pour empêcher les chevaux d'avoir peur, c'est un mammifère, enfin c'est la queue d'un mammifère qu'on a coupée sur un mammifère, très exactement. Pour effrayer les chevaux, c'est une plante. Et la recette contre le sommeil, c'est la chauve-souris. Le texte ne donne aucun indice pour comprendre la raison pour laquelle ces signes, enfin ces figures géométriques portent des signes musicaux, mais il ne laisse aucun doute sur le fait que les signes étaient bien compris comme ceux de la notation musicale. À 2 reprises dans le texte, on dit bien que ce sont les signes de la notation, on donne le nom du degré auquel ils correspondent, et l'échelle du lydien est mentionnée explicitement à 2 reprises. Alors, il est tentant de voir dans cet ensemble une influence pythagoricienne, car cette figure était connue des pythagoriciens sous le nom d'Ugieia, c'est-à-dire santé en grec. Et donc, je l'ai dit, les pythagoriciens étaient très attachés aux questions musicales. Et le mouvement de l'orphicopythagorisme qui voit le jour à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ a souligné les liens avec la musique et de la musique et de l'au-delà. Donc, comme l'a écrit Alexandre Ridulf Vincent, qui est le premier à proposer un examen détaillé de ce texte, je cite, « Les signes musicaux servaient à distinguer les pentagones des uns des autres, en même temps qu'à compléter leurs vertus occultes. » Fin de citation. En effet, la forme particulière des signes musicaux, qui rappellent l'alphabet autant qu'il s'en éloigne, pouvait avoir un intérêt d'ordre, alors avec toutes les précautions, d'ordre kabbalistique, n'étant pas directement accessible pour un profane de la notation musicale. Il faut ajouter que le système normal de numération des Grecs était composé de l'alphabet, ce qui explique que le système musical sollicitant également les lettres de l'alphabet servait à numéroter les 9 pentagones. Il faut d'ailleurs remarquer que les notes, à une petite particularité, vont dans une suite logique du grave à l'aigu. Ils succèdent puisqu'ils appartiennent à une seule et même échelle, mais donc une échelle dans laquelle on a regroupé les 3 genres dont je parlais tout à l'heure, le diatonique, le chromatique et l'enharmonique, ce qui fait un ambitus finalement assez resserré. Donc voilà, le lydien dans les 3 genres. Et donc, on a l'ensemble des signes qui se retrouvent dans un des 3 genres de cette échelle. Et si on les combine, ça donne ceci. Vous avez la succession des notes qui représente à peine plus d'une quinte. Donc cette appartenance des 9 paires de signes à une même échelle interpelle. Cela implique que le concepteur des talismans ne les a pas choisis au hasard. Il connaissait donc la notation musicale et il avait pu reconstituer la succession des notes, degré fixe et degré mobile, en combinant les 3 échelles. Alors qu'on a vu avec Alypios que, normalement, les 3 genres sont distincts. Donc il a au moins eu accès à un diagramme qui regroupait les 3 genres, c'est-à-dire qu'il donnait le lydien à la fois les notes du lydien diatonique, chromatique et enharmonique. C'est ce qui permet de penser que la notation musicale joue un autre rôle qu'une pure indication cryptographique. On peut penser que la note avait sa place dans le rituel, comme les autres éléments figurés dans les pentagones, et donc que c'était une note réellement chantée, ce qui toutefois n'est nullement confirmé par le texte qui ne mentionne pas la présence de musique. Donc je suis très prudent là-dessus, même si d'autres sources laissent entendre qu'il y avait une forme de mélopée dans les formules magiques. C'est donc davantage qu'un simple aide-mémoire qui permettrait de se souvenir à quel talisman correspond quelle recette. Reste à savoir pourquoi c'est l'échelle du lien qui est employée. La tessiture retenue est une première explication, car comme je l'ai dit selon la dernière recherche, on aurait un ambitus, en l'occurrence allant, vous le voyez à l'écran, du la grave au mi dièse. Je ne m'étends pas sur pourquoi j'ai mis mi dièse et pas fa. C'est une question de logique interne à l'ensemble de la théorie musicale grecque.
Donc, il faut, ceci dit, donc une première explication, c'est que ça correspond à une tessiture masculine, en l'occurrence. Mais il faut avoir à l'esprit qu'il s'agit du lydien dans le système contemporain de Jules l'Africain et d'Alypius, donc au tournant du IIe et du IIIe siècle de notre ère. Or, les pratiques magiques sont souvent très anciennes, et l'on peut relever en fait un fait troublant quand on compare cette série de 9 notes avec les 6 échelles archaïques, donc antérieures au IVe siècle avant notre ère, dont j'ai parlé, et qu'Aristide Quintilien mentionne dans son traité. Or, il se trouve que la série que donne Jules l'Africain correspond quasiment, à un signe près, à l'échelle du mixolydien archaïque que donne Aristide Quintilien. C'est-à-dire qu'on retrouve la même succession de signes. En d'autres termes, cette échelle de son correspond à une autre qui était en usage dans les temps plus anciens et dont l'invention était attribuée à Sappho. Le mixolydien archaïque était attribué à Sappho, et la magie, dans l'Antiquité grecque, est souvent associée à des pratiques féminines. On peut donc se demander si nous n'avons pas là le souvenir d'une très ancienne pratique qui se serait transmise sur une très longue durée. L'harmonie mixolydienne avait en effet certaines connotations intéressantes. Platon la classe dans les harmonies suaves, douces et plaintives. Selon Aristote, elle était liée à des émotions tristes, donc à une forme de pathétique. Et Plutarque, quant à lui, ajoute que la mixolydienne donc, est une harmonie pathétique qui convient à la tragédie en ce qu'elle exprime plus particulièrement la passion, l'émotion et le pathos. Donc cette échelle de son pouvait être associée à l'usage du mixolydien comme ayant un effet envoûtant sur l'âme et le caractère, conformément à l'idée grecque d'un pouvoir éthique de la musique. Donc pour conclure sur Jules l'Africain, il apparaît que la notation musicale est un vecteur de transmission d'un savoir magique par sa forme déroutante pour un non-initié, par l'identification d'un rituel et par ses implications hiérarchiques qui ordonnent les pentagones dans une série bien précise. Mais c'est aussi un vecteur de transmission d'un savoir musical, à supposer que le rituel était accompagné de musique, peut-être pas la seule note représentée, mais des mélodies dont l'origine serait le mixolydien archaïque, réinterprété plus tard comme le lydien des époques postérieures. Il n'y a aucun moyen donc de savoir si la note avait un statut performatif ou si le signe était dénué de son contexte musical, mais sa seule existence laisse entendre que la série de signes faisait sens pour les initiés. Donc je conclus. J'espère que dans ce petit parcours des textes théoriques, donc j'espère avoir montré que la notation musicale grecque, en particulier mélodique mais aussi rythmique, s'inscrit dans plusieurs modes de transmission. Elle est à la fois l'objet même de la transmission, dans le but pédagogique de faire connaître cet usage des signes, et un vecteur de transmission, que ce soit le savoir théorique de la constitution d'une échelle grecque ou un petit répertoire, quand bien même il sert des fins théoriques. On a vu aussi que le savoir musical pouvait se mêler à un autre type de savoir, en l'occurrence magique, où la notation appartient à un principe de transmission qui nous échappe en partie. Sans que l'on puisse affirmer qu'elle ait perdu de son sens originel, il semble que le caractère mystérieux des signes de la notation ait suscité l'intérêt des mages dans l'élaboration de ces pentagones. Mais tous ces exemples montrent bien une transmission sur une longue diachronie qui va au moins du IVe siècle avant notre ère jusqu'au IIIe siècle de notre ère, sinon plus tard, avec des racines qui peuvent remonter à l'époque archaïque. Sans doute l'emprunt des signes à l'alphabet, avec des modifications plus ou moins importantes ensuite, a-t-il facilité cette transmission, car les signes restaient abordables à qui les considérait de près. Il est possible enfin que les références plus importantes de la notation dans les traités à partir du IIe siècle s'expliquent par une généralisation de son usage dans les transcriptions sur papyrus, à la même époque. Un signe de réconciliation peut-être entre le monde des interprètes et celui des théoriciens, qui a toujours été distingué dans l'Antiquité grecque classique, et cette réconciliation qui s'exprimerait donc par les anonymes de Bellerman, dont je vais rapidement jouer donc les lignes conservées. Alors, deux précisions méthodologiques. Ceci est un instrument totalement moderne, je suis flûtiste, et donc je ne prétends pas vous interpréter de la musique antique à proprement parler. Hein. C'est un écho plutôt de l'Antiquité, puisque la mélodie est juste, les signes mélodiques sont justes, les signes rythmiques aussi, mais tout ce qui est d'ordre tempo, expressivité, etc., ne sont pas indiqués dans le texte des anonymes de Bellerman. Et par ailleurs, je l'ai transposé pour que ça aille sur mon instrument. Donc je vous joue le thème et ensuite les variations rythmiques.
Ça, c'est l'ensemble thème et variation, et la ligne à part. Je vous remercie. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation. Il reste 1 minute pour les questions. Donc très, très dense, qui a dû intéresser tout le monde. Beaucoup ne connaissaient pas forcément l'existence de ces notations et puis tous les détails de sa transmission. Donc tu as donné à voir certains aspects du statut finalement de cette notation, de la transmission, signe durable de mémoire immortelle, comme disait Sikilos, donc pour garder les choses avec Delphes. Je suis très contente de cet exemple de paraphonie. Alors cette question de superposition des lignes interroge un peu nos typologies entre diaphonie, paraphonie, etc. De cet exemple, sans doute, qui va trouver écho à ce que Guillaume va nous montrer avec ses rébus de la Renaissance, de cette notation d'Aristide qui a dû rappeler peut-être à Océane les notations d'Asiane, par exemple, qu'on trouve dans les traités médiévaux. Donc, très, très dense. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Sylvain Perrault? Oui, Jean-François. Alors, oui, au 19e, mais la différence majeure avec les travaux actuels, c'est qu'aujourd'hui, nous disposons d'instruments qui ont été trouvés en contexte archéologique que ne connaissaient pas ni Bellermann ni Reinach. Donc, c'est les travaux actuels menés sur ces instruments qui permettent aujourd'hui d'approcher plus la hauteur absolue. C'est-à-dire, quand je dis hauteur absolue, évidemment, j'en suis peut-être pas jusqu'à la question du quart de ton puisque les Grecs parlent plutôt de diesis et harmonique. Alors certains auteurs la définissent comme le quart de ton, mais ce n'est pas vrai de tous. Mais au moins éviter, disons, ce principe qui prévalait jusqu'à maintenant, que la note notée par un sigma lunaire était systématiquement transcrite par un la, ce qui était ce qu'on appelait la convention de Bellermann. Donc aujourd'hui, on essaie au moins d'en s'en rapprocher un peu plus. Alors donc on va plutôt sur un mi. Je suis d'accord que c'est plutôt une indication générale que réellement un savoir appliqué avec certitude. En tout cas, avec le mi, on est plus proche de ce qu'était la réalité antique qu'avec le la. Voilà ce que je peux un peu répondre. Ce n'est pas un diapason unique pour l'ensemble des territoires, alors qu'il n'existe pas en France avant 1920. Ah non, bien sûr. Oui, non, évidemment. Je voulais juste vous donner l'état actuel de la recherche, mais moi, je ne travaille pas du tout sur ces questions de hauteur absolue. Qu'on va plutôt laisser de côté, parce que oui. c'est un très vaste débat. Donc,